tout a été dit envers et contre lui. Tout, surtout avec amplification. Oui, en son temps, tout a été dit. Mais sauf un détail, la vérité. Son image salie était caricaturée par une certaine presse périphérique qui avait pour bras séculier l'opposition radicale de l'époque avec ses antennes. Ils ont inventé des choses à son sujet. Ils lui ont attribué une nationalité. Ils ont dit qu'il n'était pas le fils de son père. Ils ont inventé un tas de choses. Et messieurs retranchés dans son silence a laissé libre cours à toutes sortes de spéculations. Et ceux qui connaissaient la vérité ne pouvaient rien face à cette machine à broyer qui était mise en place et savamment entretenue, avec des représentations par-ci, par-là. On a étouffé la vérité. Et les rares fois qu'on lui demandait de s'exprimer, de couper court à la polémique, notamment sur sa filiation. Une anecdote, quelqu'un m'a dit qu'il a répondu une fois avec un brin d'humour que Jésus, le Christ, n'a pas fondé le christianisme. Il savait, tel un prophète, il savait pertinemment que le temps finirait par laver son image. Il savait qu'il suffisait d'un peu, juste un peu de patience pour que sa vraie personnalité soit connue. L'on a dit qu'il a appris le français en étant au pouvoir, qu'il n'était pas intelligent. Je reviendrai aujourd'hui sur ce témoignage émouvant de Colette Braeckman. En fait, ça pourrait vous surprendre, vous. Mais moi, rien de nouveau dans ce qu'a dit Colette Braeckman. Évidemment, qui décrit un jeune de 29 ans, un intello, un homme intelligent, réfléchi, qui abordait plusieurs questions avec une grande maîtrise, un peu différent de son père, mais un grand nationaliste. Aujourd'hui, le temps utilise, y compris ses détracteurs, à laver son image dans l'opinion. Je parle évidemment de l'ancien président, Joseph Kabila. Je me suis retrouvé en partie dans ce qu'a dit Colette. Parce que, vous avez vu les photos, j'ai fait partie des derniers journalistes à avoir échangé avec lui. C'était un privilège qu'il m'a accordé. En 2022, j'ai eu un temps d'échange, plus d'une heure avec lui. J'ai découvert un homme cultivé, qui lit beaucoup et maîtrise les enjeux géopolitiques. Un homme qui aime foncièrement son pays. Et quand Colette dit que Kabila lui disait qu'à la fin de ses 2 mandats constitutionnels, et ça c'est l'interview de 2007, s'il vous plaît, qu'à la fin de ces 2 mandats, il se reposerait au pays. Je lui ai posé la question, il y a 2 ans, alors qu'il y avait la pression qui venait de toutes parts. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous sentez-vous en insécurité? La réponse qu'il m'a donnée, je la partage avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas censé en parler, mais je le partagerai avec vous vers la fin de l'émission. Enfin, émission ou un podcast. Je vous souhaite à tous, à chacun, un excellent dimanche. Je reviendrai également sur d'autres faits d'actu. Ne nous quittez pas et continuez à vous abonner sur votre chaîne comme vous le faites. C'est bien. Je reviendrai sur plusieurs faits d'actu qui ont rythmé cette semaine et sur quelques grandes lignes qui vont marquer la semaine qui vient. Je voudrais d'abord vous souhaiter à tous, à chacun, un excellent dimanche et souhaiter également une victoire à nos léopards, les 11 nationales, nos fauves qui affrontent cet après-midi dans leur antre du stade des Martyrs
l'équipe togolaise pour les éliminatoires du mondial. Les coéquipiers des Chancel Bemba ont fait un match incroyable. Il y a 48 heures face aux Lions de la Teranga au Sénégal, à Dakar. Et nous pensons que sur leur terre, ils vont en profiter pour s'octroyer une victoire face aux Togolais. Et c'est aussi une veillée d'armes. Veillée d'armes pour le gouvernement Toulouka, parce qu'en effet, c'est demain que la première ministre va défendre son programme d'action gouvernementale. Ce week-end, elle a fait une sorte de pré-défense. Ah, le mot vous fait rire. Une sorte de pré-défense face au même public. Oui, face au même public. Face au même auditoire. Les députés Union Sacrée, vous savez qu'ils sont majoritaires là-bas. Presque 460 quelque chose. Les mêmes étaient rassemblés hier soir au chapiteau de l'hôtel Pullman pour écouter la même chose qu'ils écouteront demain. Le programme du gouvernement. Ils ont été briefés. Mais ils avaient déjà les documents de travail. Depuis un temps qui leur avaient été distribués. Ils vont en prendre connaissance et lire. Après les consultations et des réunions interminables, il ne manquait que ça. Et je crois c'est une première qu'un Premier ministre fasse une prédéfense de son programme d'action. J'ai expliqué sur Internet, sur Facebook, que cela cachait un malaise. Genre, on n'est pas rassuré que les choses vont bien se passer. Mais j'ai déduit aussi que cela pouvait être une sorte de corruption morale. Est-ce que après cette rencontre avec les députés, il n'y a pas eu d'enveloppe? Il n'y a pas eu d'enveloppe? Même s'il n'y a pas eu d'enveloppe, qu'est-ce qui s'est dit en coulisses? Ne sommes-nous pas là en face d'une corruption morale? Ça se faisait avant, peut-être de façon isolée, mais là, c'est quasi public. Sans trop parler en détail, je vous laisse suivre la Première ministre, Madame Toulouka. Et on revient pour continuer l'échange. Il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît, ne quittez pas. Il y a beaucoup de choses que vous méritez de connaître. À très vite. Messieurs les membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, honorables députés de l'Union Sacrée de la Nation, chers membres du gouvernement, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'honorable président, les membres du Présidium et chacun d'entre vous, honorables députés, qui au cours des différentes consultations qui se sont déroulées ces derniers jours, comme l'a mentionné l'honorable président, avez indiqué votre intention de soutenir l'investiture de votre gouvernement nommé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Tout à l'heure, accompagné de quelques membres du gouvernement, j'ai eu l'honneur d'accomplir mon devoir constitutionnel en déposant à l'Assemblée nationale, entre les mains de l'honorable président et devant le bureau rassemblé, le programme du gouvernement en vue de notre investiture. La rencontre de ce jour me donne l'opportunité de vous brosser en quelques lignes ce que sera ce programme de votre gouvernement pour le quinquennat 2024-2028. Je dis vous brosser, mais c'est plutôt vous dire quel est l'objectif visé par ce programme. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Il porte également notre ambition renouvelée
de poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République qui se découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Comme vous le savez, les 6 engagements qui sont les réponses aux attentes et aspirations de notre population sont, premièrement, la création d'emplois, deuxièmement, l'industrialisation du pays, troisièmement, la cohésion nationale, quatrièmement, la stabilité de la monnaie nationale, cinquièmement, la protection du territoire, ainsi que sixièmement, la sécurisation de la population, gage de notre développement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, les réformes, projets et actions contenus dans ce programme se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique de notre pays. Ainsi, notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, avec une économie plus diversifiée et compétitive, et arriver à une société plus juste pour un développement durable. Je ne vais pas ici vous dévoiler l'ensemble du programme d'action du gouvernement, mais il faut noter que le cadre stratégique de planification de ce document est structuré en 6 piliers qui reflètent les 6 engagements susmentionnés et qui permettront, par leur synergie et leurs effets complémentaires et cumulatifs, de consolider les acquis du premier mandat du président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et ensuite accélérer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Oui, ce sera le même public demain à l'Assemblée nationale. Cette fois-là, ce sera officiel et solennel. Je me pose bien des questions sur l'enjeu de cette soirée organisée au Pullman Hotel. Je me pose bien des questions. J'aimerais bien comprendre. Parce qu'avant ça, la Première ministre a rencontré des caucus des députés. Il a rencontré des caucus des députés. Les mêmes députés qu'elle a déjà eu à rencontrer pendant les consultations. Bon, pourquoi ne pas seulement attendre que les députés lisent les documents de travail qui leur ont été distribués, qu'ils écoutent les 6 piliers de votre programme, qu'ils l'analysent et qu'ils votent en âme et conscience. Pourquoi cette agitation? Pourquoi cette pression? Pourquoi ces réunions interminables? On a rencontré toute la classe politique. On revient avec des caucus de députés et finalement on reçoit les mêmes dans un cadre un peu plus élargi pour qu'au finish, ce soit toujours les mêmes demain lundi à la Défense. Ça me rappelle bien la prédéfense que nous faisons dans les universités pour le travail des fins de cycle et fin d'études. Mais si cette agitation ne cache pas un malaise, ça cache autre chose. Ça cache autre chose. Il y a eu des gouvernements dans ce pays, y compris des gouvernements de coalition. Jamais on a vu le Premier ministre aussi agité de toutes parts. Et dans l'histoire de ce pays, jamais on a connu une majorité aussi j'ai envie de dire, indisciplinée, désobéissante. Qui résiste aux ordres. On verra bien ce que ça va donner, mais ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Oui, je peux me tromper, mais ça ne rassure pas. À la fois la majorité et le gouvernement. Et d'ailleurs, la presse proche du pouvoir disait
que ce gouvernement n'en a pas pour longtemps. Qu'au bout d'une année, il y aura un autre. Avec toujours Madame Toulouka, ou plutôt, on va la garder et trouver autre chose. Dans tous les cas, vous avez vu, plusieurs réunions s'est multipliées ces derniers temps. Avant ça, il y a eu une autre rencontre à cette rencontre d'ailleurs, vous allez suivre Ndeko Eliezer. Il dit, la première ministre est arrivée, les autres membres du présidium n'étaient pas là, seul VK qui entre en premier. Et quand on lui demande, il s'est passé tellement de choses. Est-ce qu'on peut suivre Ndeko Eliezer? C'est très important. On les suit, comme ça vous comprendrez mieux. Il est clair dans ce qu'il dit. Il y a malaise. Il y a un problème au sein de l'Union sacrée. On regarde et on se retrouve après pour la suite. Oui, il y a un problème. Nanosa Kibino lobby que la première ministre a Gogaki Kokuta Nanava depuis l'Union sacrée na Pullman. C'était prévu à 15 h. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous tendons vers l'éclatement de l'Union sacrée? Est-ce que c'est le début? Les Ayako représenté qu'en tout cas, il y a une crise qui commence avec ce gouvernement, entre gouvernement exécutif et le parlement, je ne sais pas. Mais je vais vous relater les faits, binomo ko analyser. À 15 h, c'était prévu cette rencontre. Généralement, tant que la rencontre en Ndengwane Salemaka, ba député bayaka to vandaka, après présidium et union sacrée baye kokota. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? À 15h40, 15h30, 15h40, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, membre et présidium à Koti. Tango à Koti, à l'équilibre so place Batiela Bango à Vandi. Protocole, il y a son excellence, la première ministre, à Landier, à Lobimbo. Et président, c'était prévu que Bazo Zelayo kuna pour que Boya Bokot ensemble. Est-ce qu'il ne fallait pas? Ouais, il y a l'obité. Ngana sina kocha na ovana nangaya. Bao bako ya baya. Alingi boyok. Quelques minutes après, président Bossoye. Premier ministre Aye. Tangu kaka o mi balewana baye, le président Vital Kamerhe a pris la parole pour dire non, voilà, Tobenga Kibino Pouke va présenter Bino dans le cadre de l'Union sacrée mois prochain. Oh, Tozanango, il y a un programme à gouvernement parce que Bino Bozaba Nanda Kuboye Bayango avant. Bandegonanga, premier ministre, vous avez la parole. Premier ministre a eu parole. Réunion Saliata 30 minutes. A eu parole à Lobimo Amouke. Nakatiwan, Augustin Kabouya, Azalakina Nute. Sama Lukonde, Azalakina Nute. Bati Lukwebo, Azalakina Nute. Jean-Pierre Bemba Gombo, Azalakina Nute. Okokuta que sur les 7 membres, les 6 membres, il y a présidium, mi balendem to bazalaki, 4 bazalaki. Et la réunion s'est terminée comme ça. Le programme n'a parlé du peuple, ainsi de suite. Maintenant, je me pose la question. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que Tozo Ken de faire l'éclatement de l'Union sacrée? Est-ce que Tozo Ken de faire une crise qui commence avant que le gouvernement ne soit investi? Oui, Ndeko Eliezer, qui dit ce qu'il pense. Et quand vous lisez entre les lignes, vous savez comprendre la tension, le climat qu'il y a, la méfiance qu'il y a à l'Union sacrée. Madame Toulouka n'est pas à l'abri d'une surprise désagréable. Elle n'est pas à l'abri d'un rejet, d'un vote sanction contre son gouvernement. Et attention, si ça passait, si le programme est adopté, il faudrait peut-être nous attendre au pire dans les jours à venir. Et il y a des courants, des blocs qui se créent au sein de la majorité. Parce que beaucoup se posent la question, qui est le chef de la majorité?
Sous Kabila, le chef de la majorité s'appelait Obey Minaku. Il était président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle. Ici, nous avons un présidium, un véritable panier de crabes, avec des individus aux intérêts divergents les uns des autres. On dit que c'est Augustin qui est le coordonnateur de la majorité parlementaire. Et quand il convoque une réunion avec les députés, évidemment c'était des députés UDPS et Mosaïque, on voit la présence de deux personnes, Mbosso et Bahati. N'oubliez pas que les deux étaient des challengers de Vital Kamerhe dans la course au perchoir. N'oubliez pas que Mbosso, qui n'a pas de députés, enfin qui a à peine une trentaine, a réussi un exploit en obtenant une centaine de voix lors des primaires. En lisant la presse, proche du pouvoir, l'on dit il va se créer un bloc au sein de la majorité parlementaire. Si le bloc c'est UDPS, Mbosso et Bahati, c'est-à-dire que Kamerhe est sur une pente expulsable. Et d'ailleurs, certains ne mâchent plus les mots pour dire qu'il ne fera pas long feu au perchoir. Parce que dans certaines officines, on les voit toujours comme étant un encombrant challenger du président ou au président. Imaginez une alliance. Mbosso avec une trentaine d'élus, Bahati avec ses élus, et l'UDPS et sa Mosaïque. Ça fait un bloc de plus de 200 députés. Et qu'avec ça, on peut faire du chantage à Kamerhe à tout moment. On peut même le faire partir. Ce n'est plus un secret. Les gens en parlent. Et je parle avec beaucoup de cadres de l'UDPS qui me disaient ouvertement que leur premier choix était Mbosso. Et Kamerhe, pour eux, c'est un accident de l'histoire. Il y a tellement de l'imbroglio là-bas. Tellement. Jusqu'où ça va aller? On a vu les piliers du programme de Mme Toulouka. Nous, ce qui intéresse ici n'est pas ce qui est écrit, mais ce qui va se faire. On est là. Dans les 100 jours, on va évaluer le gouvernement. Et ce qui est important, c'est que nous avons déjà passé 6 mois d'inaction. 6 mois. Sauf cataclysme, le gouvernement sera investi demain. Peut-être que les députés, la première ministre pourrait demander un peu de temps pour répondre aux questions des députés. Ou comme il y a un peu des sons discordants, les tout pourrait s'arrêter demain. Parce que d'habitude, le premier ministre vient, il présente son programme, les députés posent des questions. Et le premier ministre, je demande généralement 24 heures ou 48 heures le temps de se préparer. On ne sera peut-être pas surpris de voir soit qu'il n'y a pas de questions, soit la première ministre répond à toutes les questions sur le champ. Dans tous les cas, on ne doit pas anticiper. On verra bien ce qui va se passer demain. On marque une courte pause avec ce reportage qui va sûrement vous faire rire. J'ai vu toute la toile en feu depuis ces dernières 48 heures, depuis que ce reportage à polémique a été publié. Je vais vous dire ce que j'en pense. N'allez pas très vite et ne nous quittez pas. À très vite. Convoqué par le président national Tutu Tridon Tshibangou Kaninda, l'Assemblée générale de la famille biologique et paternelle du chef de l'État s'est tenue ce dimanche 2 juin 2024 à Kinshasa. Ces assises de Bakantombolo, regroupées au sein de la Frabantou, ont été présidées par le deuxième vice-président Tshepé Laben. 2 points majeurs ont constitué
les principaux objectifs de cette réunion, notamment l'évaluation de la situation générale de la famille biologique du chef de l'État, ainsi que de nouvelles dispositions à prendre pour le bien-être de ses membres pendant le deuxième mandat du président de la République. Soucieux du bien-être de tous les Bakwantombolo, résidant dans le Haut-Katanga et défenseurs de leurs intérêts, le coordonnateur provincial Dominique Kapinga Chaoumba a valablement représenté la famille biologique du chef de l'État du Haut-Katanga à ses assises. Il a, lors de ses majestueuses interventions, demandé à la haute hiérarchie de la famille de prendre en compte toutes les résolutions de ces assises et de s'impliquer pour la concrétisation du bien-être de tous les Bakwantombolo en général et surtout de ceux du Haut-Katanga en particulier. Le deuxième vice-président national de la famille biologique et paternelle du chef de l'État, Tchepé Laben, qui a présidé cette assemblée, a au nom du président national Trudon Tchibangu Kanyinda, invité toute la famille biologique du chef de l'État à l'unité, à soutenir le président de la République et à l'accompagner dans la réalisation de sa vision pour un Congo nouveau. Adonis Kaembe pour la Frabantou au Katanga. J'ai vu des gens indignés. J'ai vu des gens déconcertés, parfois pour rien. Je n'ai pas souhaité mettre un point de vue avant de balancer ce reportage parce que je sais ce que vous pensez. Petite parenthèse de 2 minutes avant de passer au plus important parce que l'affaire Colette Brackman et autres, j'ai réservé vers la fin. Mais j'ai un point de vue différent. Je ne suis pas surpris moi-même. Pas surpris parce que nous tous, d'une façon ou d'une autre, sommes membres de ce type de structure clanique et à fort caractère tribal, d'une façon ou d'une autre. Je trouve ce qui scandalise les gens ici parce qu'on dit ce sont les Bakwantombolo, la tribu du président. À la limite, c'est ce qui scandalise. Mais moi, je reconnais à ces individus la liberté d'association. Ils ont le droit de se réunir et de parler de problèmes de leur communauté. Même si tous sont ici et ne construisent pas chez eux, ça c'est un détail. Mais ils ont le droit. Les gens disent non, c'est la première fois. Oui, il y a toujours une première. Mais ce n'est pas la première fois que dans ce pays, nous avons des structures claniques, tribales, qui soutiennent tel ou tel autre. Ce n'est pas la première fois. Attendez juste une nomination, des mises en place dans les entreprises ou au gouvernement. Vous verrez comment les déclarations de soutien à caractère tribal se multiplient. Suivez la télévision publique pour vous en rendre compte. Donc, moi, je ne suis pas scandalisé. Pas tellement. Peut-être un détail, ce que je demande à ces gens, de faire un lobby, parce que quand vous regardez dans la salle, généralement, je trouve que c'est plus des gens qui sont fauchés, qui n'ont peut-être pas accès au cercle restreint du pouvoir, et qui veulent se servir de leur identité clanique pour faire valoir quelque chose, et faire entendre leur voix, tant mieux. Ils ont dit que les Bakwantombolo, il y avait un représentant du Katanga. Et je me demande bien, il n'y a pas de Bakwantombolo dans le Congo central, dans le Grand Bantontour à l'Équateur, ils ne sont qu'au Kasaï, au Katanga et à Kinshasa. Pourquoi l'accent sur le Katanga? Ce n'était qu'un détail. Je retourne très rapidement au Parlement. Parce que là aussi, il y a un problème au Sénat. Hier, on a validé le pouvoir, le mandat de quelques élus, dont le patriarche Jonas Monkamba, 93 ans. Vous savez qu'il y a une controverse autour de la question de la présidence du Sénat pour ce bureau provisoire. Il y a 2 baobabs qui se battent, 2 grandes figures, qui ont chacun réussi dans sa vie. Monkamba était un excellent mandataire public sous Mobutu. Et en face, il y a Pascal Kindelo, un homme d'affaires,
qui n'a rien à prouver. Monkamba a été élu sénateur dans l'Équateur. Nos frères équatoriens qui ont donné un bel exemple du nationalisme. Même si j'ai des questions à ce sujet. On a voté pour le patriarche simplement parce qu'il a été gouverneur de l'Équateur et qu'il a laissé des actions à impact visible, ou parce qu'il y a eu d'autres motivations. Pourquoi ne s'est-il pas rendu, par exemple, à Bakwanga chez lui, où il a été pendant longtemps PDG de la MIBA? Pourquoi a-t-il fait le choix de l'Équateur? Ce n'est pas la première fois qu'un non-originaire s'est fait élire. On vous donnera tous le cas des Kondevila, Kikanda et d'autres. Mais là, c'était une élection suffrage direct. Là, c'est indirect. Et donc, nous connaissons tous comment ces élections sénatoriales se sont passées. Nous connaissons tous. Ce n'est pas un secret. Enfin, c'est un secret de Polichinelle. Retour. Donc, il y a eu retard dans l'organisation de ces scrutins. À Mbandaka, enfin, l'Équateur, le Nord Kivu, je crois le Maïndombe. On a validé un président du bureau d'âge qui se trouve être le doyen Kindelou. L'article 114 de la Constitution est assez clair sur la mission du bureau d'âge ou bureau provisoire. La séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général qui donne le pouvoir, les attributs du pouvoir au président ou doyen d'âge après identification. Et le bureau d'âge a généralement 3 ou 4 missions. Identifier les députés, valider le mandat, rédiger et adopter le règlement intérieur, ensuite passer à l'élection des membres du bureau définitif. À ce stade, si on s'en tient rien qu'à ce calendrier, même si chez nous on aime bien tirer les choses à longueur, le bureau Kindelou n'a plus qu'une semaine ou 2. Parce que je crois qu'ils sont en pleine rédaction du règlement intérieur. Et c'est là que surgit le doyen Monkamba qui tient à tout prix à prendre les rênes du bureau d'âge. On se demande bien pourquoi. Parce qu'en réfléchissant, je n'ai pas vu là où la Constitution prévoit ces mécanismes de remise et reprise avec le doyen d'âge, le moins âgé et le plus âgé. J'ai vu des gens dire non, cela doit être automatique. Et je cherche à comprendre c'est comment. Combien de fois, au cours d'une même session, on aura des doyens d'âge et tout ça. Mais sans entrer dans le juridisme, parce que ce pays, c'est parfois le juridisme qui nous tue, j'en parle avec beaucoup de retenue, parce que le vieux Kindelou, c'est un homme d'affaires prospère. Le patriarche Monkamba, c'est un grand nom, une grande figure de notre scène. Et du coup, je les appelle juste à privilégier la grandeur qui les caractérise. J'ai vu même le patriarche faire un communiqué, semble-t-il qu'il y a des ressortissants de l'Équateur qui menaçaient de marcher hier, faire une marche parce qu'il tenait à tout prix à ce que le doyen exerce son droit d'aînesse et qu'il se retrouve au bureau d'âge. Je me demandais bien ce que ces Équatoriens pensaient. Je ne sais pas, je dois fouiller pour comprendre à quelle époque le patriarche Monkamba était gouverneur dans l'Équateur. Et je ne sais pas si la dernière génération, enfin les jeunes, les générations actuelles connaissent ce qu'a été ses actions là-bas, au point qu'il demande à marcher parce qu'il ne se retrouve pas président du bureau d'âge. Une fonction temporaire que si on est pressé, ne peut pas dépasser 1 mois. Je ne comprends pas l'enjeu, l'agitation qu'il y a autour de ça. Bon, c'est important de dire ce que moi je pense. J'appelle les 2 baobabs à privilégier la sagesse, étant donné qu'ils font tous partie de la chambre des sages. Ah, là aussi, il y a le mandat de quelqu'un d'autre qui a été validé, le mandat de M. Salomo Isikadela. À la dernière émission, on était revenu sur le spectacle qu'il y a eu au Palais du Peuple. On a dit ce qu'on pensait, en toute liberté et indépendance. C'est vrai qu'après, les amis en commun, des gens ont appelé et tout ça.
Chacun voulait expliquer ce qu'il pensait. Et nous avons dit ce que nous pensons et nous n'avons pas l'intention ici de nous dédire. De nous dédire. Mais encore une fois, ce que nous disons n'est pas parole d'évangile. Nous disons ce que nous pensons. Qui peut être contraire à certaines réalités. Ou à certaines perceptions. Alors, le week-end, il a rassemblé des proches. J'ai vu plusieurs figures de la politique qui étaient là pour un dîner. Un moment d'échange à l'occasion de son retour au pays, de sa libération aussi, même s'il est toujours en liberté provisoire. J'ai aimé le discours qu'il a fait et la pensée gardée pour Mike Mukebai. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder Salomon Skadela. On se retrouve pour parler des Colette Brackman. De la République Félix Antoine Tshisekedi na miengea wakati tulikuwa hapa l'année passée wengine wanaanza kututaka parce que tulikuwa tu ni safari ya mbio na kurudia, tunasema president de la République anatutuma ili tujenge masomo, wengine wanaanza kutupea. Sio hivi, mnaona alimilaka vitu ngapi? Vitu ngapi? Nini na nini? Masomo na voilà, masomo naisha. Après kuisha masomo tunafanya kuatakia vitu ya nini? Ya hospital juu ya santé. Ye ni mtu kama anasema eko natimiza, ananielezea general wende kule ni mugini ya ancien president wetu mwenyewe alikreye service national Mzee Laurent Desire Kabila. Inafai tuonore jina yake, tujenge hospital mujina ya Laurent Desire Kabila, tujenge masomo mujina ya Laurent Desire Kabila. Eske ni mzuri ou bien mubaya? Unafurahi mfurahi? Accent sur le sous-province, masomo na bakia yenu muutilize mzuri, mu esprit ya gratuité ya enseignement. Kama mkubitu kidogo vitatoka president anatuma au malivre manini hata hesabu oui école ya service national Mzee Laurent Desire Kabila. Et en outre, je vous remercie aussi en tant que responsable du service national pour cette œuvre grandiose qui reste non seulement dans la Sud-Région, mais dans toute la République, œuvre remarquable et sensible. L'année passée, nous avons été ici pour la première fois leur annoncer que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, m'avait mandaté d'entrevoir la possibilité de mettre tout en œuvre pour que, en Koro, village natal d'un ancien président, en l'occurrence Mzee Laurent Desire Kabila, soit doté
d'une école construite par le service national. L'actuel président Félix Antoine Tshisekedi tenait à honorer Mzee Laurent Désiré Kabila en sa qualité d'initiateur du service national. Il a fait. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays. Et j'en suis fier. Soirée de remerciements et de reconnaissance ce vendredi 7 juin 2024 du sénateur Salomon Idi Kalonda Dela à la résidence du président Moïse Katumbi Chapwe à Kinshasa. Les personnalités importantes politiques de la République se sont succédées du haut de la tribune pour dire merci et rendre gloire au Seigneur de revoir Salomon parmi eux. Honorable Dieudonné Bolengue Balea, secrétaire général de Ensemble pour la République, a, au nom du parti, remercié l'assistance du soutien des uns et des autres envers Salomon Idi Kalonda Dela, en communion avec Ensemble pour la République, qui a passé des moments de grandes turbulences politiques depuis sa création. À la province du Haut-Katanga, un grand merci pour l'avoir élu comme sénateur et à Salomon lui-même d'avoir été loyal au parti et au président Moïse Katumbi Chapwe au point d'hypothéquer sa vie. Tel est le cas de notre regretté frère Chéribin Okende, à qui nous rendons un grand hommage, assassiné par les ennemis de la République, assurant chéri Dieudonné Bolengue Balea. Ce dernier a été suivi dans le pas par le patriarche José Ndundu, qui a invité le sénateur à cultiver l'amour pour un pays plus juste dans sa nouvelle mission sénatoriale. Et que tu puisses oublier la haine, la rancœur qui diminue, et que tu t'élèves avec nous tous qui sommes à tes côtés pour aller de l'avant, pour un pays plus juste, plus fraternel, plus libre. Que d'abord Dieu te bénisse et te garde. Qu'ensuite tu puisses continuer les combats qui sont les tiens dans le respect des uns et des autres. Nous sommes heureux de te revoir avec nous, libre et fraternel. Quant à l'ancien président du Sénat, Alexis Ntambwe Mwamba, le patriarche le plus énergique du Maniema, a dit un grand merci à la province du Haut-Katanga, qui a élevé le fils de sa province au rang du sénateur, ce qui prouve la mise au devant de tout l'intérêt de la République. Je suis venu ici comme Koussel Maniema m'appelle le patriarche. Salomon, sois le bienvenu. C'était trop compliqué, alors tu as payé. Et tu as payé avec courage. Tu as prouvé ta fidélité à ton chef. Mais tu n'es coupable de rien. Tout le monde sait que tu n'es coupable de rien. Le Maniema t'a porté haut. Tu n'as pas fait campagne, mais tu as été élu député provincial du Maniema. Et je voudrais dire merci à nos frères du Haut-Katanga. Je porterai le message chez nous. Je pars chez nous la semaine prochaine pour dire que le Haut-Katanga a élu haut la main Salomon comme sénateur de la République. Avec son équipe, a préparé les propositions de loi, toujours avec l'idée que le pays de Patrice Lumumba ne doit pas disparaître. Que si tous ces élus, à tous les niveaux, ne prennent pas conscience, le pays va se déchirer, il va imploser, il va disparaître. Donc, nos parlementaires sont venus partout, doivent défendre la République. Et c'est la mission que nous voudrions tous confier aujourd'hui à Salomon. Les promis, sous les jougs joviales de se retrouver parmi ses siens, a dit merci pour tout et promis à travailler pour le pays, car l'héros autrefois dans l'ombre est placé actuellement dans des conditions de ne plus se cacher. Je vais m'exercer sur cette façon de commencer à parler devant les gens. Parce que moi, j'ai toujours été l'homme de l'ombre. C'est vous que je dois remercier. Vous étiez les partisans. Vous étiez les artisans. Vous étiez les médecins. Vous étiez les avocats. Vous étiez la voix des sans-voix. Là où j'étais, je n'avais pas de voix.
Ma voix, c'était vous. Je ne pouvais pas parler. Je vous remercie énormément. Je suis passé par des moments très difficiles qui ont entamé ma santé. Il n'y a pas mieux que la santé. Je ne peux pas lutter pour ce pays. Je ne peux rien faire pour la nation si je ne suis pas en bonne santé. Les membres de mon parti qui étaient là, qui faisaient des marches, les jeunes du parti. Mike Mukebai, c'est un combattant de la paix, de l'unité nationale. C'est un combattant de la liberté. J'ose espérer que ce discours sera le dernier sans lui. Et nous allons tout faire. Et ceux qui nous entendent doivent tout faire pour nous rendre Mike Mukebai. On en a besoin pour la République. Vous savez, j'ai dit que mon mandat, je le plaçais dans le cadre de la paix, de l'unité et de la réconciliation. C'est par les accolades avec le mobile de la rencontre que la soirée s'est terminée. Et l'autre fois, j'avais dit qu'il n'y avait qu'un seul opposant dans ce Sénat. Non, il y en a plutôt 3. Il y a 3 opposants qui vont devoir se battre pour le poste, je crois, des rapporteurs adjoints. Je crois que c'est le seul poste qui revient à l'opposition. Dans une chambre de 108 députés, enfin 8 sénateurs, 108 sénateurs, 109 plus Kabila. Il n'y a que 3 opposants. Bien, ça arrive. Et il y a quelqu'un qui se bat, parce que là aussi les manœuvres ont commencé pour le perchoir, le bureau définitif. Il y a des déclarations. Ce week-end, on a vu la déclaration des autorités traditionnelles du Katanga qui apportent leur soutien à Sama. Bon, ils sont réputés apolitiques. Il y a aussi une déclaration des députés provinciaux du Lualaba qui apportent du soutien à Sama. Et de plus en plus, son nom est cité. On considère que s'il est nommé au Sénat, il devient le dauphin constitutionnel du président. En cas d'absence, d'empêchement. On connaît tous cet article. Ce serait un grand privilège pour lui de gérer cette chambre des sages. Mais est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il a été un excellent Premier ministre au point de mériter cette récompense? Alors vous allez nous dire, il a laissé le budget à 16 milliards. Oui, ça a servi à quoi? À quoi? Et là aussi, et si on passait aux primaires? Ah, c'est pas envisagé. Tant mieux. Regardons la déclaration des chefs coutumiers. On se retrouve pour parler cette fois. Et enfin, de Colette Brackman. Réunis autour du coordonnateur provincial de chefs coutumiers dans l'espace Grand Katanga, le chef Sakondundu, les gardiens de coutumes ancestrales ont par cette occasion émis leur point de vue sur la composition du gouvernement national récemment publié et aussi apporté leur soutien à la candidature de l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde au poste du président du Sénat dont les élections auront lieu dans les jours à venir. République démocratique du Congo, déclaration des autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Nous, autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga, avons accueilli avec joie la sortie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, intervenue en date du 29 mai 2024 à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la chaîne nationale RTNC, et acceptons de l'accompagner face aux énormes défis auxquels il sera confronté dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Par contre, nous, autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga, avons constaté avec amertume que la composition de ce gouvernement semble déséquilibrée et que le Grand Katanga, malgré son importance géopolitique ainsi que géoéconomique et malgré sa contribution non négligeable au budget de notre pays,
se retrouvent minoritairement représentés au sein de celui-ci. Nous disons que le Katanga mérite mieux. Sur ce, au regard de tout ce qui précède, nous demandons au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, pour raison d'équilibre, de bien vouloir accorder à l'espace Grand Katanga le Sénat, afin de non seulement réparer une injustice, mais aussi et surtout pour un équilibre sociologique et une mobilisation de tous sur l'échiquier national. Nous sollicitons donc le soutien personnel du chef de l'État à la candidature de notre digne fils, sur qui nous avons jeté notre dévolu, à la personne de l'honorable sénateur Jean-Michel Samalukonde Kyenge, comme candidat président du Sénat. Il est son fidèle de premières heures. Il n'a jamais cessé d'accompagner le chef de l'État depuis lors. Et il peut encore compter sur lui aujourd'hui, car il est le président de la dynamique Agissons et Bâtissons, AB en sigle, qui représente la deuxième force de l'Union sacrée. Il a eu la confiance du chef de l'État durant tous les premiers mandats, avec qui il garde des rapports très courtois, fruit d'une collaboration fluide durant 5 longues années. Ce digne fils du Katanga ferait un président du Sénat idéal, car porteur d'une grande expérience de la gestion de la chose publique, ainsi que de la gouvernance et d'une probité morale, qui ne pourront que faire rayonner davantage la chambre haute du Parlement congolais aux yeux du monde. Avant tout, je voudrais ici garder une pensée pour une collègue, consoeur, Tatiana Osango, qui a été tabassée, prise à partie par des gens présentés comme étant membres de la secte Force du Progrès. Cette milice redoutable qui sème terreur et désolation dans Kinshasa. Tatiana s'en est tirée avec des blessures. À peine elle apprend à marcher. Je voudrais lui réitérer ma compassion. Pensez également aux jeunes qui ont été interpellés lors de la marche Passi Eleki, Tolembi Passi. Je ne comprends pas qu'on interpelle des jeunes gens simplement parce que ils essaient de dire que tout va mal, que la vie est difficile, qu'on n'a pas d'eau, qu'on n'a pas d'électricité, le transport est difficile. Les conducteurs font des demi-terrains. Ils fixent le prix, le tarif selon leur bon vouloir. On ne veut pas qu'on dise que sur le marché c'est la surchauffe. On ne veut pas qu'on dise qu'on ne vit pas mais qu'on vivote. Non. Et la police qui vient tirer, qui vient disperser à coups de gaz. Quand on marche, quand ces gens marchent, c'est notamment pour votre bien. Ils ne marchent pas contre un individu. Ils vous demandent juste de vous rendre compte. Parce que quand on regarde la manière dont certains agissent, on a comme l'impression qu'ils ont oublié que tout va mal dans le pays. Ou qu'on n'a pas d'autres urgences. Je demande à ce que ces jeunes, certains qui ont été interpellés, soient libérés. Monsieur le Président, imaginez-vous que vous aviez dit vous-même que vous ne comprenez pas comment les gens qui manquent de tout se mettent à vous louanger, à chanter à votre gloire. Pendant que vous vous attendez à ce qu'il soit un peu plus sévère vis-à-vis de vous. Mais quand on devient sévère et qu'on vous rappelle ce que vous devez faire, on est bâillonné. On regarde un extrait de Colette Brackman. Juste un extrait, pas plus. On se retrouve pour la fin. Mémoire, ce vendredi 7 juin, avec Colette Brackman. D'abord, comment vous réagissez la première fois que vous rencontrez le jeune de 29 ans qui prend les rênes du pays? Je ne le connaissais pas, je le connaissais de réputation, c'était le fils. J'étais à l'aéroport au moment où l'avion s'est posé et où j'ai vu un homme jeune serré dans son uniforme avec un visage absolument de pierre qui ne montrait aucun sentiment, qui a traversé. Et on m'a dit c'est le fils, il est revenu du Katanga, enfin c'est le fils et on verra bien. Donc c'était des moments dramatiques. Donc il est passé devant nous très protégé. Il y avait des soldats zimbabwéens qui le protégeaient. Voilà. Et puis les choses ont évolué.
Et après, assez rapidement après, 2 ou 3 semaines après qu'il ait prêté serment, j'ai demandé à faire une interview, ça s'est arrangé, enfin, voilà. Je suis allée à Kinshasa et j'ai eu la chance de faire la première grande interview de Joseph Kabila. Et là, dans un bureau très simple, avec un meuble, une chaise, enfin, extrêmement modeste, je me trouvais devant un jeune militaire avec un visage de marbre, aucun sentiment ne transparaissait. Mais là, ce sont mes sentiments à moi qui ont pris le dessus. Moi, je connaissais son père. Moi, je regrettais encore que son père ait disparu de cette façon-là. Et je n'ai pas réfléchi. Et c'est venu comme ça spontanément. J'ai dit, mais Monsieur le Président, on est ici pour une interview, mais avant même de vous poser la première question, je dois vous exprimer mes sincères condoléances parce que je connaissais votre père et j'avais de l'estime et de l'affection pour lui. Voilà, je veux simplement vous dire ça. Maintenant, on peut passer à l'interview. Et là, j'ai eu l'impression que le bloc de glace se fissurait et que il était touché par c'était juste un sentiment d'humanité, quoi. Voilà. Et alors on est passé tout de suite à l'interview qui s'est déroulée en français avec quelqu'un qui s'exprimait posément, lentement, en pesant ses mots et qui disait des choses pondérées, intelligentes, qui tenaient compte de la situation, etc. Et alors quand je suis sortie, mes collègues journalistes congolais, comme vous l'avez dit, était peut-être un peu jaloux. Il me dit, ah, mais tu as eu une interview de Joseph Kabila, et il parlait en quelle langue? Il paraît qu'il parle pas le français, etc. Mais je dis, mais pas du tout. Toute l'interview s'est déroulée en français. Et alors, j'ai rédigé le texte, et après, j'ai encore vu des collègues qui disaient, oui, ce n'est pas vrai, c'est toi qui as rédigé les questions et les réponses. Je dis, mais tu rêves ou quoi? Et alors, j'ai sorti mon enregistreur où toute l'interview était enregistrée. Il parlait parfaitement le français, mais d'une façon réfléchie, mesurée, en pesant ses mots, ce qui était bien normal. Et je confirme ce que vous dites, puisque quelques semaines plus tard, à Boston, sa deuxième interview a été accordée à Africa numéro 1, et c'était au micro de celui qui vous pose des questions en ce moment. Mais vous l'avez interviewé beaucoup. Pourquoi vous? Après, oui. Après. Pourquoi? Comment vous faisiez? Mais pourquoi vous? Ça, c'est la question. Mais je me demande si cette première interview initiale n'a pas débloqué quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai essayé d'être très, très rigoureuse, de prendre exactement ce qu'il avait dit, de mot à mot. J'ai mis du temps à rédiger cette interview, à respecter ses formulations, à exprimer du plus près possible ce qu'il avait dit. Et alors, il y a eu en Belgique, on a été étonnés parce qu'il y a eu des gens comme Louis Michel à l'époque qui ont dit mais il est bien ce garçon, mais il dit des choses tout à fait posées, respectables. Et il dit mais il vous a vraiment dit tout ça? Je dis mais enfin écoutez, vous voulez écouter la cassette ou quoi? Mais bien sûr qu'il l'a dit. Donc c'était un peu un témoignage qui le valorisait, qui disait ce qu'il était vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme intelligent, et moi j'étais très fâchée, je m'excuse de nouveau, sur la désinformation, la presse périphérique et tout ça, qui dit il est jeune, il parle à peine le français, il joue avec des petites voitures, il passe ses nuits à regarder à jouer sur Internet. Et moi je disais mais vous êtes vraiment des cons, je m'excuse, mais c'est vous qui êtes à côté de la plaque. Cet homme est intelligent, moi je l'ai interviewé, et ce qu'il dit est tout à fait raisonnable et sensé. Et donc de nouveau la tentation de la caricature. On doit toujours, et j'étais furieuse parce que je me dis, quand il s'agit d'Africains, celui qu'on ne contrôle pas, on doit le caricaturer. C'était comme ça avec le père, c'était comme ça avec le fils. On ne le contrôle pas, il ne dit pas ce qu'on lui a dit de dire, il dit ce qu'il estime nécessaire de dire. Alors là, il faut en donner une image caricaturale et méprisante. C'est ça le post-colonialisme. Ça m'énerve jusqu'aujourd'hui. On dit tel père, tel fils en règle générale, mais c'est pas du tout le cas chez les Kabila. Le père était anti-tout, disaient certains. Le fils est plutôt conciliant. Il réfléchit. Il réfléchissait. Certains ont vu, derrière son arrivée, la mainmise des Occidentaux qu'il trouvait un peu plus conciliant. Vous confirmez? Le fils voulait rester vivant.
Le fils ne voulait pas être victime d'une tentative d'assassinat. Il voulait pas être victime d'un attentat. Et donc, il devait donner des gages à ceux qui auraient eu, à l'époque, les moyens de le liquider. Et donc, il a choisi de donner une apparence conciliatrice d'un bon garçon, d'un gentil type. Comme disait à l'époque, c'était Chirac. Mais il est bien, ce garçon. Mais c'est formidable, il est plus intelligent que son père. Non, il était un bon comédien. Il cachait parce que c'était une question de vie ou de mort. Sinon, il aurait été liquidé de la même façon que son père. Et donc, il donnait toutes les apparences. Louis Michel dit, mais il est gentil, ce garçon. Louis Michel l'a pris un peu sous son aile pour lui expliquer, croyait-il, hein, le BABA de la fonction de chef. Mais il voulait installer son pouvoir, s'habituer au pouvoir, qu'on s'habitue à lui, éviter un attentat, une liquidation, et finalement s'installer et sauver, réunifier son pays. C'était la première chose qu'il a dit dans cette première interview. Je veux recréer, retrouver l'unité du Congo, faire ce qu'il faut pour que ce pays ne reste pas comme ça, divisé en plusieurs parties, le réunifier et que toute la population se retrouve de nouveau dans ses frontières. Ça méritait tout de même, de mon point de vue, d'être répercuté et d'être soutenu contre tous les divisionnistes et tous les prophètes de malheur. Il n'y a pas de commentaire possible à faire. Et de toute façon, ce qu'elle dit a été dit par plusieurs. Ce n'est pas parce que ça vient d'une blanche que c'est parole d'évangile. C'est des choses que nous connaissons ici, que nous avons l'habitude de dire. Ce monsieur a juste été victime des gens, victime des ennemis du Congo. Des gens qui ont voulu mettre le Congo sous leur coupe. Et ça, ils ont juste eu recours à des forces obscures à l'interne. Maintenant qu'il est encore en vie, c'est le moment de lui dire à quel point on a été injuste, à quel point on l'a caricaturé. C'est émouvant ce témoignage. Merci à Christian Osakweno pour cette interview. C'est très émouvant. Moi, j'ai posé la question au président Kabila lors de notre rencontre en 2022. À ce moment-là, il y avait Pero Luara qui faisait plusieurs alertes, ainsi de suite. Et il se trouve que je suis de passage à Kingakati avec ma famille, comme j'y vais souvent, prendre de l'air. Et je les croise. Il me connaît. On se retire pour un échange. Je pensais que ça prendrait 1 minute, 2. On a pris 1 heure environ. Et je ne savais pas qu'il me connaissait. Je ne savais pas qu'il suivait ce qui s'est fait. Parce qu'il est parfois décrit comme un homme déconnecté. Non, pas du tout. Et j'étais en face d'un homme excessivement sage, qui me parlait souvent en parabole. Et la première question qu'il me pose quand on a fini à s'asseoir, il dit: comment va le Congo, monsieur Kayembe? Je lui dis ce que je pense. Il sourit. Et puis je lui dis, plus tard, monsieur le président, vous sentez-vous en insécurité? Il y a des alertes qui sont données par une certaine presse. Il y a les Mobondo à côté. Et tout ce qu'il y a dans le pays, vous sentez-vous en insécurité? Il sourit et me dit: où voulez-vous que j'aille? Monsieur Kayembe, où voulez-vous que j'aille? J'ai enterré mon père ici. J'ai enterré mes compagnons de lutte dans ce pays. Et j'aime ce pays. J'étais très touché.
très touché par la maîtrise qui le caractérise des questions d'État, des enjeux géopolitiques. Évidemment, ce n'est pas un homme qui parle trop, mais du peu de temps que j'ai eu à échanger avec lui, je dois avouer que je suis rentré 2 jours après, j'ai continué à rêver cet entretien. Bien, j'ai gardé des photos que j'ai publiées 6-7 mois plus tard. C'était la première fois que je le rencontrais. Et je dois avouer que je m'étais approvisionné à la bonne eau. On n'est pas revenu sur la gouvernance de Félix Tshisekedi, sur ce qu'il pense de lui, on n'en a pas parlé. De toute façon, j'ai posé des questions, il a évité à sa manière. Et de m'interpeller sur la responsabilité que nous avons, nous, en tant que presse, de donner la bonne information, de protéger le pays, de se battre pour ça. Et je dois avouer que c'est l'une des meilleures rencontres de ma vie. Et quand j'écoute Colette Braeckman, je ne suis pas surpris. Parce que comme vous, à un moment donné, on a failli céder à la caricature que certains ont fait des Kabila. Non, c'était un taiseux. Il ne parlait pas. Il ne parle pas. Il n'est pas intelligent. Il y a tellement d'anecdotes qu'un jour, je me ferai le plaisir de partager certaines avec vous. Ouais, tellement